Complémentaire de cette vidéo, le livre Plongée Plaisir niveau 2, ouvrage de référence de la Commission technique nationale FFE-SSM, détaille les contenus officiels de votre formation. Que ce soit avant ou après les cours dispensés par votre moniteur FFE-SSM, vous y trouverez les réponses à vos questions. Plus de 300 photographies et une centaine de schémas originaux ont été conçus pour faciliter votre compréhension et assurer un apprentissage ludique. Sans oublier le monde sous-marin, présenté largement au travers des espèces rencontrées en Atlantique, en Méditerranée et même sous les tropiques. La licence, c'est deux choses. C'est votre Vous vous souvenez de la formation niveau 1, de l'apprentissage que vous avez suivi en compagnie d'un moniteur. S'équiper, Gréer le gilet stabilisateur, puis le détendeur, ouvrir la bouteille, contrôler la pression, phase d'immersion, technique de mise à l'eau, saut droit, bascule arrière, descendre doucement le long du mouillage, manœuvre de Valsalva, se déplacer et s'équilibrer dans l'eau, palmage souple sans effort, maîtrise du poumon ballast, enseignement du système gonflable de stabilisation, assurer sa propre sécurité, lâcher et reprise d'embout, réaction au remplissage inopiné du masque, savoir demander de l'air au moniteur, communiquer, ça va, ça ne va pas, je suis à mi-pression, je passe sur réserve, j'ai froid, je n'ai plus d'air, je m'essouffle, fin d'exercice. entretien courant du matériel, Savoir ranger, rincer et stocker son matériel. parfait. Voilà rapidement brossé un récapitulatif des connaissances que vous avez acquises en tant que plongeur niveau 1. Vous qui entrez en formation niveau 2, bienvenue et bonne plongée dans toutes les mers du globe. Dès l'âge de 16 ans, le niveau 2 vous permet d'accéder à certains espaces d'évolution. Espace proche de 0 à 6 mètres. Espace médian de 6 à 20 mètres. Espace lointain de 20 à 40 mètres. Selon leur niveau de compétence, les plongeurs ont accès à certaines de ces zones. En ce qui concerne l'espace médian, le plongeur niveau 2 peut plonger en autonomie, après accord du directeur de plongée et à la condition d'être majeur. Dans ce cas, le nombre de plongeurs est fixé à 2 au minimum et 3 au maximum. En ce qui concerne l'espace lointain, le plongeur niveau 2 est obligatoirement accompagné par un guide de palanquet qui est lui-même au minimum plongeur niveau 4. Dans ce cas, le nombre de plongeurs, en plus du guide de palanquet, est fixé à 4 au maximum. Si les conditions sont favorables, l'espace médian et lointain peuvent être étendus dans une limite de 5 mètres. Mais seul le directeur de plongée est habilité à prendre cette décision. Choisir un site en fonction des conditions météorologiques, le localiser, s'assurer que toutes les conditions nécessaires à la sécurité de l'activité sont réunies.
à sémaphore de Porquerolles, sémaphore de Porquerolles, de Triton. Triton de Porquerolles pour le Passez 10 unités 0. Ok, 10 2 x 5. Ce serait juste pour avoir un avis météo sur les îles ce matin. Donc, suivant le bulletin côtier de Port-Camargue à Saint-Raphaël, pour la journée du jeudi 20 septembre et nuit suivante, la visibilité est bonne. Le vent... Le directeur de plongée, former les palanquets, fixer les paramètres, trajet, temps, profondeur, donner des conseils, des consignes, des indications précises sur le site de plongée, le sens du courant, la faune et la flore à découvrir. Une mer belle, une houle non significative. Je vous remercie pour toutes ces informations et je vous souhaite une bonne fin de carré. Je repasse 16. Merci. On est donc sur l'îlot de la Fourmigue. Quand vous allez partir, vous allez donc descendre au mouillage sur 8 mètres de fond. Ensuite, vous allez rejoindre les chaudières. Sylvie et David ont décidé de faire leur premier pas vers En l'autonomie. avançant un petit peu, vous allez arriver sur le début... Frédéric, le moniteur, qui veille sur leur apprentissage, les accompagne tout au long de la formation au sein de la FFE-SSM. Au programme, procédure de décompression, comportement en palanquet, assistance d'un plongeur, prévention des risques liés à l'activité, etc. Toute une série de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être. Suite au briefing, Sylvie et David, accompagnés de Frédéric, s'immergent. Bien que synonyme de liberté, l'autonomie commence par le respect d'un certain nombre de conditions. Premier point, chaque plongeur doit disposer d'un équipement spécifique. Un équipement permettant d'alimenter en gaz respiratoire un équipier sans partage d'embout. Sylvie dispose effectivement d'une deuxième source d'air. Elle peut donc alimenter en gaz respiratoire un coéquipier en cas de nécessité. Un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de regagner la surface et de s'y maintenir. Cela revient à disposer d'un gilet stabilisateur. Des moyens de contrôler les caractéristiques d'une plongée. Frédéric utilise un ordinateur qui calcule pour lui les caractéristiques de la plongée. Sylvie consulte, elle, son profondimètre, appelé aussi timer, afin de déterminer avec des tables de décompression la procédure à suivre. Pourquoi utiliser un ordinateur ou une table? Notre corps est une machine à échanger du gaz par l'intermédiaire de nos poumons et de notre sang que le cœur propulse au travers de tout l'organisme. Cet échange s'effectue depuis la plus forte concentration vers la plus faible. Les poumons amènent de l'oxygène, O2, au sang qui le transporte aux cellules. En contrepartie, elles rejettent du gaz carbonique, CO2, évacué lors de l'expiration avec l'oxygène non consommé. L'azote N2 intervient peu dans les échanges en surface. En plongée, sa présence fait naître un déséquilibre entre la quantité d'azote dans l'air des poumons et la concentration d'azote dans notre sang. À chaque cycle respiratoire, une petite partie de cet azote passe vers notre organisme où il est stocké. Lors de la remontée, le déséquilibre s'inverse. Notre sang contient plus d'azote que l'air des poumons et cet azote passe peu à peu dans les poumons où il est évacué par l'expiration, comme le CO2. À partir d'une certaine quantité d'azote dissous, qui dépend principalement de la profondeur et du temps, il faut faire des paliers pour que l'organisme ait le temps d'évacuer l'azote en excès. En cas de remontée rapide ou de palier mal effectué, l'azote dissous risque de reprendre sa forme gazeuse directement dans le sang et dans les tissus. C'est l'accident de décompression. Si on suspecte un accident de décompression, la rapidité d'intervention est primordiale. Assurer la survie des organes vitaux en mettant le plongeur sous oxygène pur. Ne jamais arrêter de faire respirer la personne, même si elle se sent mieux. Si la personne est consciente, lui faire boire 1 à 2 litres d'eau et lui proposer de l'aspirine si elle le souhaite, 500 mg au maximum. Limiter le temps durant lequel l'accidenté n'est pas suivi par une équipe médicale en prévenant les secours. Panne. Ici le Triton. Nous sommes sur l'îlot de la Fourmigue et nous avons à notre bord un accident de plongée. Ici le Triton, panne. Pour ne pas en arriver là, apprenons à nous servir d'une table ou d'un ordinateur. Commençons par quelques conseils préalables, valables pour l'un comme pour l'autre.
La plus grande profondeur doit être atteinte en début de plongée. La deuxième plongée doit être moins profonde que la première. Évitez de faire le yo-yo en montant et en descendant plusieurs fois au cours d'une plongée. Remontez toujours lentement. Utilisation des tables FFE-SSM. Elles sont valables dans les limites suivantes. Plongée à l'air, plongée au niveau de la mer, profondeur maximum 60 mètres. Effort physique modéré. Vitesse de remontée de l'ordre de 15 mètres minutes jusqu'au premier palier. 2 plongées maximum par période de 24 heures. Les tables existent sous différentes présentations, papier ou support immergeable. Elles se composent d'un tableau de détermination des paliers et de 5 tableaux annexes. Le tableau de détermination des paliers est divisé en 5 colonnes. Première colonne, profondeur. C'est la profondeur maximale atteinte lors de la plongée. Deuxième colonne, durée. C'est la durée de la plongée, c'est-à-dire la durée qui va de l'instant où l'on s'immerge jusqu'au début de la remontée à une vitesse de 15 mètres minutes. Troisième colonne, palier. C'est la durée des paliers exprimée en minutes. En fonction des profondeurs et de la durée de la plongée, les paliers apparaissent dans différentes colonnes, 12 mètres, 9 mètres, 6 mètres ou 3 mètres. Quatrième colonne, DTR. C'est la durée totale de remontée qui inclut le temps de remontée jusqu'au premier palier à une vitesse de 15 mètres minutes, la durée du des paliers, le temps de remontée d'un palier à l'autre, ainsi que de 3 mètres à la surface à une vitesse de 6 mètres minutes, ce qui correspond à 30 secondes pour 3 mètres. Cinquième et dernière colonne, GPS. C'est le groupe de plongées successives qui peut prendre des valeurs allant de A à P et qui est indispensable pour effectuer une deuxième plongée dans les 12 heures. Application. Sylvie et David s'immergent à 10 heures. Ils atteignent 17 mètres de profondeur et poursuivent la plongée dans la zone des 15 mètres. À 10h52 précise, les 2 plongeurs remontent. Voyons voir. Reprenons étape par étape. Profondeur maximale, 17 mètres. Elle n'apparaît pas dans la table. Par mesure de sécurité, si la profondeur n'apparaît pas dans la table, il faut choisir la valeur immédiatement supérieure. Jouons donc la carte de la sécurité en considérant une profondeur de 18 mètres. Bien, continuons. Sylvie et David s'immergent à 10 heures et remontent à 10h52. La durée de la plongée est donc de 52 minutes. 52 minutes à 18 mètres, cette valeur n'est pas prévue dans la colonne de référence. Là aussi, il faut aller dans le sens de la sécurité. Choisissons donc la valeur directement supérieure, 55 minutes. On progresse. Il ne reste plus qu'à suivre la ligne. Palier à 3 mètres de 1 minute, durée totale de la remontée 3 minutes, groupe de plongées successives, lettre I. On peut même s'amuser à calculer l'heure théorique où les plongeurs font surface. Cas particulier. Que se passe-t-il en cas de remontée à une vitesse inférieure à 15 mètres minutes, c'est-à-dire en cas de remontée lente? La remontée doit faire partie intégrante du temps de plongée. Supposons que Sylvie et David soient remontés lentement au bout de 46 minutes de plongée pour passer de 19 mètres à 12 mètres en 5 minutes. À partir de ce moment précis, ils entament leur remontée à la vitesse préconisée par les tables, 15 mètres par minute. La durée de plongée à prendre en considération est de 46 plus 5, soit 51 minutes, à une profondeur de 23 mètres. Parfait. Toutefois, n'oubliez pas que le corps humain est loin d'être une machine. Chaque individu est unique. Il est donc impossible à ce jour d'élaborer une table ou un ordinateur qui assure 100% de sécurité. Et l'ordinateur de plongée? C'est un outil idéal en exploration qui permet d'approcher au plus près le profil des plongées. Explication.
Imaginez une plongée où vous descendez à 23 mètres pendant 5 minutes pour observer des gorgones. Rassasié provisoirement du spectacle, vous remontez ensuite dans la zone des 15 mètres en quête d'un mérou dont la présence vous a été signalée par votre directeur de plongée. Information précieuse, jour de chance, toujours est-il que vous passez 40 minutes inoubliables en compagnie du noble animal. Respectueux de l'indépendance du personnage, possesseur d'une réserve d'air suffisante, vous préférez alors mettre un terme à cette rencontre en vous rendant pendant encore 10 minutes dans la zone des 8 mètres afin d'assister médusé au ballet des Castagnols. Récapitulatif. Si j'utilise une table, 5 minutes avec les gorgones, 40 minutes avec le mérou, 10 minutes avec les castagnols. Temps de plongée total, 55 minutes, profondeur maximale 23 mètres, soit 27 minutes de palier à 3 mètres. Là où une table considère un profil carré, l'ordinateur découpe la plongée en tranches successives qui approchent au mieux le profil réel. Pour une telle plongée, l'ordinateur ne vous indiquera probablement aucun palier. L'utilisation de l'ordinateur est simple. L'affichage sur le cadran comprend des indications qui concernent la durée de votre immersion en minutes, la profondeur courante en mètres, la profondeur maximum, un indicateur précise le temps restant sans palier ou, le cas échéant, la durée des paliers à effectuer. Enfin, au centre de l'écran, des informations sur les vitesses de remontée et alarme sonore en cas de dépassement de la vitesse. L'ordinateur de plongée est une machine qui a ses limites. Gardez toujours à portée de main des tables comme procédure de secours. Conformément aux instructions du directeur de plongée, Sylvie, David et Frédéric forment une palanquée. Ils suivent un même trajet pendant une même durée à une même profondeur. En palanquée, certaines règles sont à respecter. Restez groupés. Il en va de la sécurité. Stabilisez-vous. Bien équilibré dans l'eau, quelques petits coups de palme suffisent à vous maintenir et à vous déplacer lentement. Les fonds marins sont fragiles. Prendre garde au palmage debout qui crée des dégâts importants. Préserver les herbiers de Posidonie. La Posidonie, une plante à fleurs essentielle à la survie de la mer Méditerranée. À 10 mètres de profondeur, 1 mètre carré de Posidonie peut dégager jusqu'à 14 litres d'oxygène par jour. Protégées, elles sont aujourd'hui menacées de disparition. À qui la faute? À un engouement pour les activités du nautisme, chaîne de mouillage qui balaie d'un mouvement lent et précis l'herbier. Destruction de l'écosystème avec l'apparition d'une magnifique algue tropicale de couleur verte fluorescente qui s'est parfaitement adaptée et qui colonise sans état d'âme la prairie. Colerpa taxifolia. Si vous la rencontrez, mémorisez sa position afin de signaler sa présence au directeur de plongée. Le respect de la nature passe non seulement par une prise de conscience collective, mais aussi et surtout par un comportement individuel responsable. Même si la tentation est grande, ne rien prélever, ne rien remonter. Sous des parois rocheuses, faire attention aux bulles d'air qui nuisent au milieu et à la robinetterie qui peut frotter. Pour observer le milieu, ne pas nourrir les poissons. Garder une distance raisonnable, ne pas jouer aux intrus. En respectant ces quelques règles et avec un peu de patience, vous aurez tout loisir d'observer des espèces passionnantes. Connaissez-vous le mérou brun? Saviez-vous qu'il naît femelle?
et qu'à l'âge de 8-10 ans, une inversion sexuelle s'opère. Il se transforme en mâle. Et la langouste, elle vit en groupe dans des trous de roche entre 0 et 70 mètres. Évitez de toucher à ces antennes, elles sont fragiles. Il existe une grande variété de gorgones, toutes de couleurs différentes. Elles rivalisent de beauté. Passé la zone des 10 à 15 mètres, une lampe vous permet d'en restituer les vraies couleurs. Évitez d'éblouir les poissons. Certains peuvent succomber à la suite de ce choc. Sous l'eau, la vision est modifiée. Les objets apparaissent plus gros d'environ 33% et plus proches. La jupe du masque agit comme des œillères et diminue le champ de vision. Les couleurs sont absorbées progressivement. Le paysage sous-marin apparaît d'un bleu uniforme dès la zone des 15 à 20 mètres. Le charme de certaines plongées réside parfois dans le fait de posséder une lampe. Codifiés au sein de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, les signes de plongée peuvent être classés par famille. Des signes pour une communication usuelle. Le signe « OK » a une double signification. Pour celui qui l'effectue en premier, c'est une question. Est-ce que ça va? Le plongeur à qui le signe est destiné doit répondre à son tour « OK » si tout va bien. Autre signe usuel. On descend. Regroupez-vous. Équilibrez-vous. Je suis à mi-pression. Fin d'exercice. On remonte. Des signes qui ont pour conséquence de mettre fin à la plongée. Je suis sur réserve. J'ai froid. Toi, moi, tous ensemble, on remonte. Des signes qui nécessitent une intervention rapide. Ça ne va pas. Je suis essoufflé. Je n'ai plus d'air. Je n'ai plus d'air, signe d'urgence absolue. Il faut donner immédiatement le détendeur de secours et rassurer la personne. Le détendeur peut être mis en bouche, fusant ou simplement présenté au plongeur afin qu'il s'en saisisse à sa convenance. L'essentiel étant de ne pas boire la tasse. Pour parer à toute éventualité, vous devez être également en mesure de remonter à 2 avec un seul embout. Petite parenthèse, il ne faut jamais bloquer sa respiration lors de la remontée. Les poumons sont constitués de petits sacs d'air, les alvéoles. Ils se remplissent et se vident lors des inspirations et expirations. La résistance des alvéoles a des limites. Ce qui veut dire que si on bloque sa ventilation ou si l'on respire trop lentement lors de la remontée, on s'expose à un risque de surpression pulmonaire. Les alvéoles peuvent être distendues ou subir des lésions irrémédiables. En cas de remontée rapide, insistez d'autant plus sur l'expiration que la vitesse de remontée est importante. Soyez vigilant lors des remontées à l'aide du gilet ou en cas d'essoufflement. En tout état de cause, évitez à tout prix les remontées rapides. Frédéric surveille Sylvie qui effectue un exercice de remontée sur expiration de 10 mètres. Présentation. Premier exercice. Remontée en expiration sans embout en bouche, mais avec reprise d'embout et cycle respiratoire tous les 2 mètres. Deuxième exercice. Conservez l'embout en bouche et remontez de 10 mètres en expirant tout du long.
Dans les deux cas, bien dégager les voies aériennes. Fermons cette parenthèse afin de revenir au geste d'urgence absolue et à l'intervention qui en résulte. Lors de l'assistance d'un plongeur, que ce soit sur un signe ou sur la simple observation d'un comportement inadapté, votre intervention doit être rapide. Selon les cas, s'adapter à chaque situation. Maintien de l'embout en bouche si le plongeur en difficulté se trouve dans un état où il est susceptible de le relâcher involontairement. Prise où le plongeur qui assiste se positionne dans le dos du plongeur en difficulté afin de se protéger lui-même d'un éventuel comportement anormal. Dans le contexte général, saisir la personne en difficulté de manière ferme afin de lui montrer que le problème est compris et que l'on y fait face. Puis, entamer la remontée. Remonter n'est pas chose facile. Procédons étape par étape. Tout d'abord, vous devez être capable de remonter seul, à la palme et à la bonne vitesse. Respect de la vitesse. Remonter à la même vitesse qu'une bulle d'environ 2 mm. Ensuite, être capable de remonter seul à l'aide d'un gilet. L'utilisation de la purge lente permet un contrôle précis de la vitesse. Soyez particulièrement vigilant dans la zone des 10 mètres pour ne pas vous laisser surprendre par l'accélération due à une baisse rapide de la pression. Parfait en route pour la remontée assistée. Prendre quelques secondes pour collecter certaines informations. Où se trouve le troisième équipier? Combien d'air reste-t-il au plongeur en difficulté? Dans tous les cas, la remontée doit être assurée principalement par les gilets. Vos palmes doivent uniquement vous permettre de vous équilibrer ou de vous rattraper si vous avez trop purgé. Respectez une vitesse correcte. Signal sonore d'alarme. Les plongeurs dépassent les petites bulles. Ils sont entourés d'un nuage de bulles. La vitesse de remontée est trop importante. En cas de remontée accidentelle ou anormale, vous devez réagir sans délai. Certains ordinateurs vous proposent une procédure de secours. Suivez-la scrupuleusement. Si vous plongez avec des tables FFE SSM, il vous faut rejoindre la mi-profondeur pour y rester 5 minutes. Sylvie et David plongent depuis 46 minutes lorsque... Supposons qu'au moment de remontée de 19 mètres, Sylvie et David remontent rapidement, vitesse supérieure à 15 mètres minute. Toute la palanquée doit alors redescendre le plus rapidement possible. Et en tout cas en moins de 3 minutes si aucun accident n'est déclaré. Il faut alors atteindre la mi-profondeur, soit 19 que divise 2 égale 9 mètres 50. Arrondissons à 10 mètres. Pour y rester 5 minutes. Le temps de plongée est alors de 46 plus 3 plus 5, soit 54 minutes à une profondeur de 19 mètres. Temps de palier, 9 minutes à 3 mètres. Attention, toute remontée rapide comporte des risques. Cela doit donc rester exceptionnel et involontaire. Retournons à notre remontée assistée. Comme pour toute remontée, un tour d'horizon complet à 360 degrés doit être effectué à l'approche de la surface, afin de s'assurer de l'absence de tout obstacle. Si nécessaire, faites le signe de détresse surface pour que l'on vienne vous aider. Bras tendus, d'un mouvement ample en direction du bateau, frappez l'eau pour être repéré. En résumé, lors d'une remontée assistée, L'intervention doit être rapide et adaptée à chaque situation. Utilisez les gilets pour assurer une remontée sans effort. Respectez une vitesse lente. Soyez particulièrement attentif aux plongeurs assistés. Si nécessaire, effectuez le signe de détresse en direction du bateau. n'oubliez pas qu'afin de planifier votre exploration, la gestion de l'air est primordiale. Lorsque j'atteins la mi-pression, je le signale au guide de palanquée. Soit au retour, vous remontez sur les éboulis, soit si votre autonomie vous le permet, vous pouvez remonter et faire le tour en passant par la petite faille.
Je suis sur réserve est un signe qui doit être effectué dès que la bouteille atteint les 50 bars. Décision sans équivoque, la palanquée remonte. Disposer d'une réserve suffisante pour assurer la remontée est un élément essentiel. Cela passe par la compréhension de certains mécanismes. Petit rappel. Au niveau de la mer, la pression est de 1 bar. Elle augmente de 1 bar tous les 10 mètres. À 10 mètres, la pression totale est donc de 2 bars. Elle passe à 4 bars à 30 mètres. La profondeur influe sur l'autonomie en air. Si on comprime 1 litre d'air en surface pour le faire passer à 2 bars, 10 mètres de profondeur, on obtient 0,5 litres d'air. À 10 mètres, soit 2 bars de pression, le plongeur a donc 2 fois moins d'autonomie qu'en surface. À 30 mètres, soit 4 bars de pression, le plongeur a 4 fois moins d'autonomie. Retenons que l'autonomie diminue proportionnellement à la profondeur. Prenons le cas d'un plongeur qui respire 15 litres par minute en surface. S'il dispose d'une bouteille de 12 litres à 200 bars, combien de temps pourra-t-il rester à 20 mètres? Le plongeur sait que sur les 200 bars de sa bouteille, il ne peut utiliser que 150 bars, afin de conserver 50 bars de réserve de sécurité. Il dispose donc de 150 fois 12 litres d'air, soit 1800 litres en surface. À 20 mètres, 3 bars, ces 1800 litres représentent 3 fois moins d'air, soit 600 litres. Il pourra donc rester 40 minutes au maximum. Toutefois, d'autres facteurs influent sur la consommation. Stress, anxiété, arriver à se détendre, à se raisonner, insister sur l'expiration. La combinaison sert et le détendeur ajoute une difficulté à la respiration. Avoir des cycles ventilatoires amples, lents et profonds. Petit problème technique de lestage. Manque d'entraînement. Et c'est en plus d'une surconsommation le risque de favoriser un essoufflement. Le plongeur essoufflé pratique une ventilation inadaptée. Attention à la panne d'air. L'accès à l'espace lointain permet d'augmenter votre zone d'exploration. Dès la zone des 30 mètres, la narcose ou ivresse des profondeurs peut occasionner des troubles du système nerveux. En plongée, au-delà de 30 mètres, évitez de descendre rapidement. Une descente tête vers le bas favorise l'apparition des premiers symptômes. Des eaux troubles, sombres ou froides constituent des facteurs aggravants. Dans le cas où les plongeurs ne remontent pas au mouillage, le parachute de palier permet de signaler la présence de la palanquée. Commencez par dérouler la corde. À l'aide de votre détendeur de secours, gonflez ensuite légèrement le parachute afin qu'il se tienne droit dans l'eau. Vérifiez que rien n'entrave la corde, puis gonflez franchement et laissez partir le parachute en laissant glisser la corde entre vos doigts. Attention de ne pas vous laisser entraîner. Faites ensuite vos paliers en maintenant tendue la corde du parachute. À ce propos, rappelons les règles à respecter au palier. La ventilation doit être correcte. Le fait d'insister sur l'expiration ne peut que favoriser l'élimination de l'azote. Ne pas faire d'apnée pour économiser l'air. Respecter scrupuleusement la durée du palier. Maintenir une profondeur de palier constante en évitant de descendre et remonter de 1 ou 2 mètres. En cas d'interruption ou de non-exécution des paliers, certains ordinateurs prévoient une procédure de secours. Dans tous les cas, la réimmersion doit être la plus rapide possible. Si vous utilisez les tables FFE-SSM, vous devez être retourné au palier interrompu en moins de 3 minutes pour le refaire en totalité et poursuivre votre décompression. Imaginons une plongée à 19 mètres pendant 46 minutes. Durée des paliers, 4 minutes à 3 mètres. Au bout de 3 minutes, David perd sa ceinture de lest qui était mal attachée et se retrouve en surface.
En moins de 3 minutes, David doit alors récupérer une nouvelle ceinture et redescendre à 3 mètres pour recommencer son palier en totalité, soit 4 minutes. Une fois le palier terminé, les 3 plongeurs remontent. Frédéric rappelle que la vitesse de remontée d'un palier à l'autre, ou de 3 mètres à la surface, doit être très lente. 6 mètres par minute, soit 30 secondes pour franchir 3 mètres. Un dernier petit coup d'œil vers la surface. La palanquée sort de l'eau. Signe OK afin d'indiquer au directeur de plongée que tout va bien et retour vers le bateau. Si les plongeurs doivent effectuer une nouvelle plongée dans un intervalle inférieur à 15 minutes, la plongée est dite consécutive ou additive. Procédure à suivre. Sylvie et David effectuent une plongée à 19 mètres pendant 40 minutes. Ils font surface, s'apprêtent à remonter sur le bateau, lorsque David, au comble de la malchance, perd sa lampe. Après accord du directeur de plongée, les 2 coéquipiers repartent à sa recherche. 4 minutes se sont écoulées entre la fin de la première plongée et le début de la nouvelle immersion. 15 mètres de profondeur, herbier de Posidonie dense, Sylvie et David, armés de leur seule détermination, mettent 5 minutes à retrouver la lampe, puis remontent. Cette deuxième immersion doit être traitée comme la continuité de la première plongée. Durée d'immersion 40 plus 5, soit 45 minutes. Profondeur maximale 19 mètres. Les plongeurs doivent réaliser un palier de 1 minute à 3 mètres. Beau cas d'école, mais n'oubliez pas. Les procédures à suivre lors de plongées consécutives, lors de remontées rapides ou d'interruptions de palier doivent rester exceptionnelles. Ok Olivier, ça va Fred? Super. Est-ce que tu me donnerais tes paramètres de plongée s'il te plaît? Ouais. 18 mètres et 49 minutes. Le bateau s'apprête à appareiller vers un nouveau site de plongée pour l'après-midi. Le pavillon qui permet de signaler la présence de plongeurs en immersion est plié. Le pavillon Alpha. Frédéric profite du trajet pour expliquer qu'une plongée successive est une deuxième plongée réalisée dans un intervalle compris entre 15 minutes et 12 heures après la première plongée. Si les ordinateurs de plongée rendent la procédure automatique, les tables nécessitent certains calculs. Rappel des faits. Première plongée, 18 mètres, 49 minutes. Groupe de plongée successive, lettre H. Nouveau tableau, évolution de l'azote résiduel. Supposons que l'intervalle entre la première et la deuxième plongée soit de 4 heures. La ligne du GPS H croise la colonne de l'intervalle 4 heures, au niveau de l'azote résiduel 0,89. En effet, l'azote résiduel stocké lors de la première plongée n'a été que partiellement éliminé. Il faut environ 12 heures en surface pour l'éliminer complètement. Si une deuxième plongée intervient au bout de 4 heures, il faut tenir compte d'une majoration fictive du temps de plongée. Azote résiduel 0,89, tableau de la majoration. Avec un taux d'azote résiduel de 0,89 et en fonction de la profondeur de la deuxième plongée, ce tableau indique la majoration à ajouter au temps réel de plongée. En résumé, Sylvie, David et Frédéric ont effectué une première plongée à 18 mètres pendant 49 minutes. Avec un intervalle en surface de 4 heures, ils ont calculé que l'azote résiduel était de 0,89. Si la deuxième plongée s'effectue à une profondeur maximale de 16 mètres, une simple lecture du tableau de majoration indique qu'il faut ajouter 11 minutes. La durée à prendre en compte est donc celle de la plongée, 44 minutes, plus celle de la majoration, 11 minutes, soit 55 minutes au total. Profondeur à prendre en compte sur la table, 18 mètres. Palier de 1 minute à 3 mètres. un bateau, un quai, l'après-plongée, l'avant-plongée.
des lieux, des instants privilégiés qui permettent de se restaurer, de s'hydrater, de mieux se connaître, de se remémorer certaines images. Venons-en à l'orientation. Si rien n'est plus frustrant que de rater une plongée à cause d'une erreur d'orientation, pensez aussi qu'il en va de votre sécurité. Ne pas retrouver le bateau, c'est ne pas avoir un accès direct aux moyens de secours. L'orientation débute en surface. Observez la configuration du site. Situez-vous par rapport au soleil et à la coque. Visualisez le parcours à effectuer. Vérifiez s'il y a du courant en observant l'environnement. Un bateau au mouillage à proximité. Trempez une palme dans l'eau afin de sentir le courant sur la voilure. Observez le sens des vagues. Si les points de repère sont insuffisants, une boussole peut être utile. Prenez alors le cap de la plongée avec votre boussole. Même si c'est une évidence, n'oubliez pas que pour revenir à un point précis, encore faut-il le connaître. Alors, en route pour une deuxième plongée. Dès la descente, observez l'aspect général du fond. Inutile de chercher le bateau sur un fond rocheux si vous vous souvenez qu'il était sur un banc de sable. Mémorisez la profondeur sous le bateau. Si celle-ci est de 15 mètres, il sera inutile de chercher le mouillage sur 20 mètres de fond. Déterminez le sens du courant en observant par exemple le déplacement des particules ou l'inclinaison des algues. En cas de courant, vous devez vous assurer que votre retour au bateau s'effectuera dans le sens du courant. Pendant la phase d'exploration, prenez l'habitude de vous retourner pour voir l'apparence qu'aura le paysage au retour. Observez le fond de manière à mémoriser l'emplacement de points caractéristiques, un rocher, un banc de sable, etc. Notez la position du soleil. Si à l'aller il était main droite, au retour il doit être main gauche. Représentez-vous le parcours effectué et posez-vous toujours cette question. À partir du point où je me situe, où se trouve le bateau? Afin d'évaluer une distance, vous pouvez étalonner votre palmage. Pour cela, il suffit de suivre un fil témoin d'une longueur connue, 25 mètres par exemple, et de relever le temps mis pour parcourir cette distance. Palmer normalement sans forcer. Si vous changez de palme, refaites votre étalonnage. En l'absence de point de repère, vous pouvez utiliser une boussole pour vous orienter. Utilisation de la boussole, elle se compose d'une aiguille ou d'une sphère aimantée qui indique le nord magnétique, d'une couronne graduée de 0 à 359 degrés, d'une ligne de foi toujours fixe qui doit être dans le strict alignement de la direction à suivre. Si vous souhaitez suivre un cap aux 210 degrés par exemple, faites tourner la lunette mobile de manière à ce que le 210 soit dans l'axe de la ligne de foi. Faites ensuite en sorte que le nord indiqué par l'aiguille ou la sphère mobile coïncide avec le repère de la lunette crantée. Une fois le cap déterminé, la plus grande difficulté consiste à le suivre. Pour cela, vous devez être attentif au point suivant. Votre instrument doit être dans l'axe du corps. La boussole doit être à l'horizontale. Si vous devez vous retourner, arrêtez-vous d'abord. Reprenez ensuite votre cap et continuez dans la direction voulue. Suivez scrupuleusement les indications de vos instruments. Ne vous laissez jamais emporter par vos impressions. Retour sur la terre ferme. Frédéric termine cette journée bien remplie par une ultime précision, le matériel. Les bouteilles recevant un gaz sous pression doivent disposer de marques d'identité et de marques de service. Pour la sécurité de tous, elles doivent être inspectées tous les ans par un spécialiste et éprouvées tous les 2 ou 5 ans par un organisme habilité.
En ce qui concerne les détendeurs, une révision annuelle est vivement conseillée. Les principales pannes concernent l'usure des joints du premier et du deuxième étage, les fêlures du boîtier, l'encrassement ou la détérioration de la soupape d'expiration. Dans tous les cas, la maintenance doit être effectuée par un spécialiste. Fin de formation. Sylvie et David disposent maintenant du brevet de plongeur niveau 2, valable dans le monde entier par la délivrance d'une double carte FFE-SSM CMAS. CMAS, Confédération mondiale des activités subaquatiques. Avec plus de 3 millions de plongeurs actifs sur l'ensemble du globe, la CMAS est l'une des premières organisations mondiales. L'obtention du niveau 2 vous offre l'accès à 3 voies différentes. Le niveau 3 FFE-SSM, une autonomie jusqu'à 60 mètres. Le niveau 4 ajoute à l'autonomie d'un niveau 3 la possibilité d'être guide de palanquée avec des plongeurs niveau 1 ou 2. C'est aussi l'une des dernières portes à franchir avant le monitorat. L'initiateur FFE-SSM permet d'enseigner la plongée dans l'espace proche et d'être directeur de plongée en piscine. Pour l'heure, laissons Sylvie et David savourer pleinement la découverte du monde sous-marin. Avec mes compagnons, j'ai plongé dans des bleus irréels, découvrant à chaque instant l'extraordinaire foisonnement d'une vie dont chaque élément participe au fragile et subtil équilibre, dans l'harmonie d'un monde sublimé par des couleurs que nulle palette ne saurait traduire. Albert Falco, Passion de la mer.